Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'entretien de France 24. Les Européens ont jeté les bases mercredi soir lors d'un sommet informel à 27 d'un véritable pacte de croissance à venir. Le nouveau président socialiste François Hollande a notamment réclamé des euro-obligations, c'est-à-dire une mise en commun de la dette européenne. Il en a en tout cas fait un thème central de ce débat. Les 27 s'interrogent aussi sur l'avenir de la Grèce et sur un possible Grexit, c'est-à-dire une sortie de la Grèce de la zone euro en fonction du résultat des élections du 17 juin. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui à France 24 Alexander Stubb, bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre des Affaires européennes et du Commerce extérieur de la Finlande. Alors, évidemment, ce sont les premiers pas, finalement, de François Hollande, le nouveau président français, sur la scène européenne. Comment est-ce que vous les jugez? Moi, je trouve que c'est une très bonne première scène. C'est un peu un premier date, disons un premier dîner avec les autres. C'est très bien passé. Apparemment, ils ont beaucoup parlé d'austérité, aussi de croissance. Donc, c'était une très bonne introduction dans le débat européen. Vous êtes de centre-droit, hein, mais juste sur le style François Hollande, nouveau président de la France, comment ça a été perçu en Finlande? Oh, très bien, très bon. En Finlande, vous savez bien que nous sommes un peu timides, on est calme, on est rationnel, on cherche des compromis. On a six partis dans notre gouvernement, donc quelqu'un avec le style comme président Hollande est toujours bienvenu. Le président la normalité, ouais, ça parle aux Finlandais. Tous les présidents sont normaux. Alors, il a mis, lors de ce sommet informel, tout sur la table, a-t-il dit, en particulier les euro-obligations, c'est-à-dire la mise en commun, en fait, de la dette européenne, une communautarisation de cette dette. La Finlande y est vigoureusement opposée, comme l'Allemagne d'ailleurs. Pourquoi? On est opposé parce que ce n'est pas une solution pour la crise qu'on a maintenant. Ça donne un signal qu'on peut utiliser ces finances publiques n'importe partout. Donc, peut-être une eurobond est quelque chose dans l'avenir, mais ce n'est pas une solution pour la situation qu'on a maintenant. Mais beaucoup d'institutions, la Commission européenne, le Conseil européen, le patron de l'Eurogroupe, M. Juncker, les proposent ou disent qu'elles sont incontournables pour résoudre vraiment le problème de la crise depuis maintenant 1 an, 2 ans, c'est leur discours. Et on nous dit toujours, ah ben plus tard, après quoi finalement et quand? Bon, je crois que peut-être vers les années 2020 à peu près. 2020, on peut y passer. 2020, on peut y penser. Parce que maintenant, ce qu'on a besoin, c'est une combinaison d'austérité et croissance. Austérité, pour moi, ce sont des changements structurels dans chaque État membre. Et la croissance, pour moi, c'est à peu près 2 choses. Le premier, c'est le marché intérieur européen et le marché numérique. Et deuxième, c'est le libre-échange mondial. C'est la croissance pour nous. Les eurobonds sont les instruments pour l'avenir, les petits instruments, mais pas une solution pour la croissance maintenant. En même temps, c'est beaucoup le discours des pays du triple A. On a l'impression qu'ils n'ont pas envie de faire augmenter leur taux d'intérêt, puisque évidemment, en mettant la dette en commun, ces taux seraient plus hauts, notamment pour l'Allemagne, hein, qui a des taux très très bas, 1,8 par exemple %. Est-ce que ça n'est pas finalement oublié qu'il y a une dimension de solidarité européenne qu'il faut assumer de toute façon? Je crois qu'on essaie toujours de trouver un équilibre entre la solidarité et l'intérêt même. Avec les Grecs, par exemple, on est très solidaires. Je vous donne justement un exemple. Marshall Aid, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était 2,5. Le grand plan Marshall. C'est ça, grand plan Marshall, 2,5% le BIP de l'Europe. Maintenant, on a déjà aidé les Grecs avec 74% de son BIP. Donc, on a déjà beaucoup de solidarité, mais pour la solidarité, il faut de confiance. Et pour la confiance, il faut qu'on fasse des changements structurels qu'on demande. Quand vous parlez de changement structurel, est-ce que le changement, ça n'est pas maintenant un grand bond en avant fédéraliste, c'est-à-dire après l'union monétaire qui est incomplète, on sait bien qu'il n'y a pas de ministre des Finances, une union réelle avec un super ministre des Finances, une union bancaire. Est-ce que ça n'est pas ça qu'il faut souhaiter assez vite pour sortir l'Europe de cette crise? Moi, personnellement, je suis fédéraliste. Je suis pour plus de l'Europe.
Et moi, je suis d'avis qu'on ne peut pas avoir une union monétaire sans une union économique ou une union politique. Donc, il faut faire des pas vers un système plus fédéral. On a déjà pris des premiers pas. Le premier était une législation qui on s'appelle Six-Pack. Les autres, c'est ce compact fiscal qui a été décidé, ça fait quelques mois. Le pacte budgétaire, le fameux pacte budgétaire que François Hollande souhaite renégocier, c'est une bonne idée? Je crois que ça va être un peu difficile parce que c'est un contrat international. Ce qu'on peut faire, bien sûr, est d'avoir juste à côté cet compact budgétaire, un compact de croissance. Et je crois qu'on va y parler dans 5 semaines. Et vous dites en particulier la difficulté finalement de ce saut fédéraliste ou des eurobonds même, c'est la réforme des traités. Il faudrait changer les traités. C'est un casse-tête, faire voter dans les parlements ou faire voter les peuples. Et on n'y arrive pas, c'est ce que vous dites. L'Europe est bloquée. À mon avis, les conférences intergouvernementales où on change de traités, ce n'est pas possible pour maintenant. Ce n'est pas possible dans les 10 années ou 20 années qui viennent. Donc, il faut chercher des solutions alternatives. La première solution, c'était le compact budgétaire qui est en extérieur de traité. Et je crois aussi qu'il faut avoir dans l'avenir plus et plus les noyaux durs, c'est-à-dire les États membres qui avancent plus loin dans le processus d'intégration. Alors, parlons un peu de la Grèce, effectivement, où les Grecs sont obligés de revoter après des premières élections qui n'ont pas donné de majorité en vérité. 17 juin, prochaines élections avec le risque qu'à nouveau, les partis qui se réclament de l'anti-coupe budgétaire et surtout qui ne souhaitent pas continuer sur la voie de la rigueur l'emportent. Est-ce qu'il y a un risque de Grexit, c'est-à-dire de sortie de la Grèce de la zone euro? Il y a toujours des risques, il faut en préparer, mais on souhaite bien sûr que les Grecs restent dans la zone euro. Donc, à mon avis, on a 3 options. La première option, c'est que les élections vont être gagnées par PASOK et le Nouveau Democratia. C'est-à-dire qu'on continue avec les réformes structurelles. Deuxième option, Tsipras et Syriza, c'est-à-dire le gauche, va gagner les élections et il essaie de changer le traité. Le troisième, bien sûr, c'est que Syriza gagne les élections et il arrête de suivre ce programme. Et si c'est le cas, ça va être très difficile pour les Grecs de rester dans la zone euro. Quand vous dites qu'il faut préparer, effectivement, il y a eu à ce sommet des rumeurs sur un document qui a circulé à l'Eurogroupe, enfin en préparation de l'Eurogroupe, pour dire à chaque pays, préparons l'hypothèse d'une sortie de la Grèce de la zone euro. Vous avez confirmation de l'existence de ces... Je ne peux pas confirmer que ce document existe, mais je suis sûr et certain que dans tous les pays européens, en plus dans tous les pays dans le monde, on a des stratégies pour un Grexit, une sortie de la Grèce. Il faut quand même préparer les scénarios. On ne souhaite pas, mais tout est possible. Mais vous ne croyez pas à une contagion sur l'Espagne, le Portugal, non, les pays les plus faibles? Non, à mon avis, on a bien encadré, isolé la situation grecque avec beaucoup de fonds juste à côté, permanentes ou pas permanentes. Donc, la contagion sera possible, mais c'était beaucoup plus possible, ça fait 2 ans que maintenant. Donc, si les Grecs votent pour les fameux partis de gauche radicale qui préconisent finalement moins de rigueur, vous dites Grexit? À mon avis, si les Grecs ne suivent pas le programme qui était imposé par une combinaison de Troïka, c'est-à-dire le BCE, la Commission, le FMI, en ce cas-là, ça va être très difficile pour nous d'être solidaires avec les Grecs. Quand François Hollande dit que finalement il faut aussi leur donner des perspectives de croissance, notamment en utilisant très vite les fonds structurels, les mettant à leur disposition pour qu'ils aient l'impression à la fois qu'on leur demande des efforts de rigueur extraordinaires, mais qu'aussi l'argent européen est bien là? Bon, première thèse, je ne suis pas sûr que les changements sont extraordinaires ou rigoureux parce qu'il y a un déficit de budget annuel encore 10% en Grèce. Donc, il faut continuer d'y travailler. Bien sûr, après, on cherche des méthodes, des avenues pour donner la croissance pour la Grèce. Ce sont des fonds structurels, je ne sais pas exactement.
Alors, en Finlande, prenons votre pays, les sociodémocrates partagent le pouvoir avec les chrétiens démocrates, coalition. Donc, en avril 99, effectivement, on a vu la montée de ce parti True Finns, parti nationaliste, anti-immigration, un peu anti-européen aussi. Et puis, on le voit sur la scène européenne, monter de ce discours xénophobe qui prend de plus en plus de recul vis-à-vis de l'élite bruxelloise. Comment vous l'interprétez? Comment le combattre aussi? À mon avis, c'est très difficile aujourd'hui de trouver une différence entre la gauche et la droite, sauf peut-être sur la question d'immigration. On le voit par exemple ici en France entre Marine Le Pen et M. Mélenchon. Il n'y a pas de grande différence dans la question européenne. À mon avis, maintenant, on a une nouvelle division. Ce sont des localistes contre des globalistes. Les localistes sont anti-européens, anti-euro, anti-immigration, anti-mondialisation et anti-solution. Ils sont normalement des nationalistes et des populistes. Les globalistes sont les autres. Ils sont pour l'Europe, pour l'euro, pour l'immigration, pour la mondialisation. Donc, il y a beaucoup d'idéologie maintenant qui est localiste contre globaliste en Europe. On le voit dans tous les pays, pas seulement en Finlande. Et comment vont-ils se relever, ces démocrates que vous décrivez dans les prochaines élections, puisqu'on voit bien qu'il y a aussi sanction de chacun des gouvernements qui impose à son peuple une cure d'austérité? C'est très difficile à savoir. On attend bien sûr les élections européennes en 2014, mais à mon avis, il y aura beaucoup plus de populistes autour. Mais la différence entre les populistes et les autres, les populistes ne cherchent pas les solutions. C'est très difficile, ou c'est très facile de critiquer. Tout ce qui est mal vient de Bruxelles, tout ce qui va bien, c'est grâce à moi. Donc, ce n'est pas une solution. Donc, il faut continuer de trouver des solutions. À mon avis, les solutions sont dans le centre. On va être obligé de continuer de trouver des solutions en Europe. En tout cas, merci Alexander Stubb d'avoir été notre invité pour cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, vous restez sur notre antenne France 24 pour plus d'informations.